philosophie. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopeo, l'Observatoire politique. Je suis Lucas da Silva, cofondateur de Scopeo, et je vous souhaite la bienvenue sur ce 7e épisode de notre série L'Entrevue politique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Monsieur Anis Lajnef pour discuter avec lui de finances internationales. Mais avant tout, je laisse la parole à Pierre Vitali, également cofondateur de Scopeo, pour qu'il puisse poser le décor de ce podcast. Merci Lucas, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent et surtout bonjour à vous, Monsieur Anis Lajnef. Bonjour. Vous nous faites le plaisir de nous accorder cette entrevue pour discuter ensemble de finances internationales et des débats qui émanent des crises économiques que nous avons traversées récemment. En effet, le thème de cet entretien portera sur l'avenir de la finance mondiale. Mais avant de démarrer l'entrevue, Monsieur Anis Lajnef, je vous laisse vous présenter pour ceux qui nous écoutent avec votre parcours particulier, celui d'un trader passé à la critique de la finance. D'accord, donc en gros, Anis Lajnef, j'ai été trader tout d'abord à la Société Générale de 2001 à 2009 sur les dérivés à actions, sur le book principal qui est celui de la France. Et ensuite, je suis allé à Londres chez Nomura, qui est une banque japonaise qui venait de racheter Lehman Brothers, celle qui a fait faillite en 2008. Et donc, moi, je les ai rejoints juste après, en 2009, juste après le séisme. Et ensuite, je suis allé chez la Barclays, qui est la deuxième banque britannique, encore une fois, et j'étais responsable du trading sur le flow dérivé. Très bien, merci. Alors, pour commencer, je vais citer une fameuse phrase de François Hollande lors de son discours du Bourget en 2012. Il expliquait « Mon véritable adversaire n'a pas de nom, n'a pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. » Alors, de cette fameuse phrase, notre première question vient évidemment. La finance est-elle réellement si puissante? A-t-elle vraiment le pouvoir ou est-ce un mythe? Je vais répondre très rapidement par une autre citation. C'est un grand banquier français des années 90, début des années 2000, qui donne une définition de la finance. Il dit le système financier est l'ensemble des institutions dans la matière première et la dette. La finance émet de la dette, fait circuler de la dette, place de la dette, négocie de la dette. Ok. Une fois qu'on sait ça, la phrase de François Hollande, en fait, c'est un peu du vent parce que si on sait en même temps que la création monétaire n'existe que s'il y a une création de dette, donc si on n'enlève pas la création de pouvoir, du pouvoir de la création monétaire à la finance, en fait, tous ces mots-là restent des mots dans le vent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réguler la finance. C'est la finance qui régule les hommes politiques, en gros, ou le monde économique. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, de créer de la monnaie, de l'allouer dans les activités qu'ils veulent, économiques ou financières. Et en gros, ils ont quasiment un droit de vie ou de mort sur chacun de nous. Quand je dis de vie ou de mort, pas réel, vie ou de mort sociale et économique. C'est-à-dire que si vous allez dans une banque et que votre dossier ne leur plaît pas, ils peuvent décider de ne pas vous donner la création monétaire qui est nécessaire par le crédit. Et ils peuvent faire en sorte que vous ne réussissez pas dans votre vie, à moins que vous décidiez d'aller vers le salariat. Mais donc, que ce soit les entreprises ou que ce soit les hommes politiques ou n'importe qui, quel agent économique dans cette société, nous sommes tous soumis d'une façon ou d'une autre à la finance. Et si on veut aller un cran plus loin, si on se dit, mais en fait, si le pouvoir de création monétaire est donné aux banques et au système financier, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire que ce sont les seuls qui sont capables de créer de la monnaie, donc le sang qui irrigue l'économie. Mais de quelle façon ils créent cette monnaie? Ce n'est pas créé n'importe comment, c'est créé via une dette. Et donc, ils sont capables de ramener à aujourd'hui le travail futur qu'on est capable de réaliser. Okay? Donc, c'est une certaine avance sur le temps qu'ils réalisent comme des magiciens avec une baguette magique. Et cette avance qu'ils arrivent, ce pouvoir incroyable qu'ils ont de pouvoir ramener à aujourd'hui notre argent futur pour en faire de la monnaie utilisable aujourd'hui, en fait, c'est d'une certaine façon un commerce du temps. Mais ce commerce du temps n'est pas gratuit parce qu'il demande
face à ce pouvoir qui leur est conféré gratuitement, ils ont simplement une licence bancaire, face à ce pouvoir de création monétaire, de l'argent qu'ils n'ont même pas, qui a été créé à partir de rien, ils demandent des intérêts. Et ces intérêts-là, en fait, c'est quoi? C'est je vais rembourser le banquier, mais je vais devoir travailler un peu plus pour lui payer les intérêts. Et le un peu plus, par exemple, en 2008, ça représentait quasiment 20% des richesses créées en France. En ce moment, ça tourne plutôt entre 8 et 10%. OK? Et donc, c'est une part énorme qui lui est donnée. Et si on considère que 8 ou 10% des richesses créées sont données aux banques, on peut aussi considérer, comme certains le pensent, que c'est un vol du temps. Donc voilà, tout ça, c'est des paroles politiques. François Hollande a été démagogique. D'ailleurs, on le voit même politiquement. C'est lui qui a placé Macron et c'est lui qui a été la parfaite transition avec ce nouveau gouvernement et ce nouveau président qui est au service des banques. Donc, dans cette première réponse, finalement, vous êtes en train de nous dire que la politique est en quelque sorte servile. Il y a une soumission de la classe politique envers le monde de la finance. Et finalement, les élections ne serviraient pas à grand-chose. Bien sûr, parce que, alors là, j'ai parlé du commerce du temps et du vol du temps, mais il y a une autre perversion qui est liée à la création monétaire par le crédit. C'est ce qu'on appelle l'exponentialité du taux d'intérêt. C'est-à-dire que le taux d'intérêt est de nature exponentielle. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça soit de nature exponentielle? C'est que ça va faire un effet boule de neige. Et au fil du temps, les richesses, petit à petit, vont s'accumuler sur quelques agents économiques qui vont devenir de plus en plus puissants. Économiquement d'abord, parce qu'ils concentrent sur eux une richesse incroyable, et petit à petit, ce pouvoir économique va se transformer en pouvoir médiatique, mais aussi en pouvoir politique. Et ce sont les gens, Todd parle, lui, de caste stato-financière. C'est très vrai en France, un peu moins vrai dans les pays anglo-saxons, où l'État a quand même moins de place que justement ces mastodontes économiques. Mais si on regarde bien, ce sont ces gens-là qui décident qui seront ceux qui nous gouverneront plus tard, par le pouvoir justement des médias, du financement des partis politiques, etc. Mais vous qui connaissez bien le monde de la finance, comme vous l'avez dit en introduction et dans votre présentation, vous avez baigné dedans pendant de nombreuses années. Pouvez-vous nous décrire, selon vous, les vertus d'un tel système qui paraît souvent si instable, si bancal? Parce que si je pose cette question, on comprend mal pourquoi notre économie se trouve si dépendante de la santé de la finance et pourquoi les banques centrales et les États ils tiennent autant à s'assurer que la finance se porte bien. Ça, c'est une très bonne question. Si le capitalisme il a supplanté le communisme, c'est pour une bonne raison, c'est que, premièrement, il fait passer la liberté avant tout, la liberté d'entreprendre, et ça, c'est vital pour l'homme. L'homme est né par nature libre, donc il a besoin d'avoir cette liberté. Le problème justement du monde de la finance, c'est que, d'abord parlons des bons côtés. Le bon côté, c'est aussi quand vous endettez des gens. En gros, moi je vois un peu la monnaie, le crédit, etc., ou l'économie, comme le fonctionnement du corps humain. En gros, imaginons qu'on a la circulation du sang. Quand on regarde c'est quoi le business du crédit, le business de la dette, c'est comme si on avait implanté dans le corps humain un organe qui accélère le sang, mais qui l'accélère de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment, il pète. Mais avant qu'il pète, c'est formidable. Pourquoi? Parce que le crédit, en fait, c'est une avance sur le temps. Donc, et le crédit aussi, à cause du caractère exponentiel, a besoin d'une croissance infinie. Sinon, il ne peut pas fonctionner. Et donc, en début de cycle usuraire, c'est-à-dire quand on commence le début du cycle qui a commencé avec Bretton Woods en 1944, après qu'on ait fait table rase, qu'il y a eu 50 millions de morts, quand on a commencé ce cycle usuraire, tout se passait bien. C'est en fin de cycle qu'on voit les catastrophes de la finance. Pourquoi? Parce que ça accélère tellement jusqu'à ce que les corps lâchent,
jusqu'à ce que les inégalités sont au maximum, jusqu'à ce qu'on voit que cette recherche de croissance infinie, en fait, crée des désastres écologiques, des désastres humains. Et je ne suis pas expert en la question, mais le virus, est-ce que ce ne sont pas des corps surstressés qui courent constamment après le temps, qui auraient lâché? Est-ce que des gens bien portants qui prennent le temps, qui vivent avec au jour le jour, etc., ne seraient pas plus armés contre un virus? C'est une question qu'il faut se poser. Merci. Et justement, si la finance est pour certains un formidable outil qui permet la croissance économique, pour d'autres, comme vous l'avez dit, elle peut être responsable d'inégalités, d'instabilité économique. Et cette deuxième vision très négative est très présente dans notre société. Alors, quelles sont les voies éventuelles de contestation possibles pour les citoyens, pour les classes populaires? Est-ce qu'il existe des possibilités de révolution à l'échelle internationale contre la finance? Est-ce que éventuellement ce serait nécessaire? Et on voit avec l'affaire GameStop, peut-être les crypto-monnaies, est-ce que ce sont des outils pertinents pour essayer de changer ce système que vous critiquez? En fait, on vient de l'expliquer, alors tout ce qui est instabilité et inégalité est inhérent même au système. C'est-à-dire que tant que la monnaie est que de la dette et de la dette avec intérêt, on va constamment courir après le temps et vouloir courir après la croissance pour pouvoir payer les intérêts, justement, et aller dans un monde de plus en plus instable. Encore une fois, c'est l'idée de la boule de neige qui déboule de la montagne. Au début, c'est sympathique et à la fin, elle devient trop énorme avant de s'éclater en bas de la vallée. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça qui est incroyable, c'est que s'il y a quelqu'un de gentil qui vient avec un coup de baguette magique qui décide de dire, bon, vous savez quoi, vous êtes tous stressés, vous êtes tous endettés, parce que les ménages et les entreprises sont énormément endettés, si on dit ça et qu'il vient et qu'il annule toutes les dettes, ben malheureusement, il n'y aura plus de monnaie en circulation. C'est-à-dire que notre monnaie n'est définie que par la dette. Donc même ça, un gentil monsieur qui viendrait, le prince de Brunei qui viendrait et qui effacerait toutes nos dettes, en fait, détruirait notre économie. Donc on semble être dans une impasse. L'autre chose, c'est qu'on peut essayer de réduire un peu la voilure, par exemple en s'attaquant à tout ce qui est gâchis. Mais même ça, si on s'attaque au gâchis, eh ben, en fait, on s'attaque aussi au PIB, parce que le PIB s'en fout. Est-ce que ce qui a été vendu est mangé ou pas, a été consommé ou pas? Et si on s'attaque au PIB et qu'on le réduit, notre système, qui est encore une fois fondé sur la dette avec intérêt, ne peut pas fonctionner. Il a besoin constamment d'être en croissance. Donc, on peut se dire aussi, ben, les gens, ce qu'ils pourraient faire, si le sang qui irrigue ce marché, cette économie, c'est la dette, on pourrait faire en sorte que les gens essayent de moins s'endetter le plus possible, quoi. Mais même ça, s'ils font ça, le marché, l'économie n'est pas capable de vivre en décroissance parce que sa monnaie ne le permet pas, encore une fois. Elle a besoin de cette croissance constante. Et voilà, on est face à une impasse, en fait. Et ceux qui l'ont compris un peu, ce sont tous ces, j'ai appelé les adeptes, tous ceux qui croient aux crypto-monnaies. Mais encore une fois, je suis persuadé que la monnaie, c'est ce qui est le liant de la société. Et c'est ce qui fait lien entre chaque citoyen. Et donc, je ne peux pas, moi, concevoir que la monnaie soit totalement décentralisée. Je crois en une monnaie qui soit centralisée et qui soit commune. Mais pour ça, il faudrait en faire en sorte que, justement, repenser la monnaie et faire en sorte qu'elle arrête de reposer sur la dette et avec intérêt. Il faut justement repenser une monnaie qui soit ce qu'on appelle libre de dette. Et comment on peut imaginer une monnaie qui soit décentralisée et qui soit libérée de cette logique de la dette? Parce que il y a des penseurs, il peut y avoir des économistes qui imaginent une monnaie propre à chaque échelon, une monnaie à l'échelle locale qui puisse réconcilier les citoyens, des monnaies un petit peu indépendantes des systèmes des banques centrales. Alors comment on peut imaginer une monnaie qui reste centralisée, mais qui puisse échapper à la logique de la dette que vous critiquez? C'est possible. Alors, on peut avoir, petit à petit, ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire une dialyse monétaire
de la monnaie actuelle. C'est-à-dire que de nos jours, la monnaie actuelle, elle n'existe que s'il y a une dette. Okay, ce qu'il faudrait faire en sorte, c'est petit à petit transformer cette monnaie par une autre monnaie qui serait, il faut l'imaginer comme des pièces, comme des jetons, comme des billets, okay, qui est introduite sans dette. Par exemple, je donne un exemple très simple. L'État français, depuis à peu près 40 ans, s'endette chaque année d'à peu près 3% de la richesse créée. Okay, pourquoi? Parce que constamment, il dépasse son budget et il a besoin, à cause de ses déficits, d'aller sur les marchés emprunter de l'argent. On pourrait décider démocratiquement que chaque année, 3% de la masse monétaire soit créée, libre de dette, et serve, via un don, à subventionner l'État pour faire en sorte qu'il y ait moins de pression fiscale et que le budget de l'État soit plus souple, okay, qu'on facilite la tâche à l'État. Ça, c'est une façon d'introduire cette monnaie libre de dette dans la société. Et alors, cet argent circulerait, comme les bitcoins, comme l'or, de façon libre. Cet argent ne meurt jamais. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie actuelle meurt. Meurt quand? Quand elle est remboursée. À chaque fois que les banques commerciales émettent un crédit, elles créent de la monnaie, mais à chaque fois que les gens remboursent ce crédit, en fait, ils détruisent de la monnaie. C'est pour ça qu'on est dans une course, une fuite en avant constante. Et c'est pour ça qu'on est constamment dans le besoin de créer du crédit, créer de la croissance constamment. Et donc, cette monnaie libre de dette, elle a l'intérêt que sa vie est infinie. Donc, elle ne meurt jamais. Ça, c'est une solution possible. Et à l'heure où on est au XXIe siècle, on peut penser qu'on puisse démocratiquement voter pour une monnaie qui est justement soit libre de dette, 2, décider de la création monétaire par an, parce que si on laisse l'État décider, ça va être open bar et ça va être infini et l'argent va perdre de sa valeur. Donc, on peut dire que chaque année, l'État a le droit à une dotation de 3% de la masse monétaire, ce qui fait aujourd'hui à peu près 3% de la richesse créée. Et ça, on peut dire que c'est un dividende social. Okay, et donc, voilà les critères de cette monnaie. Ce serait une monnaie libre de dette avec une création monétaire de 3% par an, qui est le dividende social. Et à côté de ça, on ne peut pas empêcher les gens de se prêter de l'argent entre eux. Parce que à côté de ça, on a besoin que cette monnaie libre de dette circule. Parce que si elle ne circule pas, c'est une catastrophe pour l'économie. Et il n'y a rien de pire pour l'économie que la thésaurisation. La thésaurisation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand les gens accumulent des richesses et ne les dépensent pas. Voilà. Et on a tendance à vouloir faire ça dans une société où il y a très peu d'inflation. Et justement, je voulais rebondir sur cette éventuelle création de monnaie, justement, dont vous parliez, avec ce risque de perte de valeur. Et aujourd'hui, la dépendance de nos États à d'autres pays, à d'autres fonds, justement, de cette dette, et le lié à l'actualité, puisque la crise du coronavirus a contraint les États européens à se surendetter. Et certains évoquent la suppression de cette dette. Est-ce que ça vous semble possible de rayer comme ça d'un trait cette dette accumulée lors du coronavirus? Ok. Ça, c'est une bonne question. C'est que il faut revenir juste un peu en arrière. C'est que, par exemple, quand on parle du cycle usuraire, alors je vais aller très vite, hein, j'ai dit que ça a commencé avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec Bretton Woods en 1944. Mais il y a une date qui s'est passée, c'est en 71. Okay, c'est la fin des accords de Bretton Woods. C'est-à-dire que à ce moment-là, Nixon, le président américain, il dit voilà, le dollar n'est plus adossé à l'or. Ok. À partir de là, on a eu une libération des cours des devises et des cours des matières premières qui a apporté une hyper-financiarisation de l'économie. Ok. Et les banques ont commencé à être nationalisées un peu partout, surtout en France, et à pousser sur le crédit et surtout le crédit immobilier. Et ça nous a amené à la crise de 2008. Ok.
Et à partir de là, à partir de la crise de 2008, on était face à une montagne de dettes et avec des populations qui étaient incapables justement de pouvoir payer ces dettes et ces intérêts. Comme je l'ai dit, rien que les intérêts, c'était 21% de la richesse créée. C'est hallucinant parce que si on veut comparer, par exemple, l'hôpital public, c'est 3% de la richesse créée. L'éducation nationale, c'est 3% de la richesse créée, maximum. Hein. Je pense même que je suis un peu au-delà du vrai budget. C'est plutôt 2,5 pour l'éducation nationale. Et si on regarde, par exemple, en France, combien il y a de gens qui travaillent à l'éducation nationale, c'est 1,2 million. Pareil pour l'hôpital public. 1,2 million de gens, de fonctionnaires travaillent à l'hôpital public. Mais 360 000 banquiers sucrent en 2008 20% de la richesse créée. C'est hallucinant. C'est-à-dire, ils sont 3 fois moins, voire 4 fois moins même, 3 fois et demi moins. Mais pourtant, ils prennent en richesse 6 fois plus que l'hôpital public ou l'éducation nationale. Okay. Et donc, comment on a répondu à cette crise? Parce qu'à ce moment-là, tout devait faire faillite, tout devait s'effondrer. Et c'est sans les États qui sont venus, qui ont aidé d'abord la finance, et ensuite, c'est la BCE. Et à un problème de dette, de montagne de dette, on a créé une autre montagne de dettes qui sont les dettes des États et le bilan de la BCE, qui est en gros aussi sa dette, son passif augmente, son actif aussi, mais son passif augmente. Et donc, on a répondu à une montagne de dettes par une autre montagne de dettes, en espérant que tout ça allait tenir et que par un coup de baguette magique de création monétaire de la BCE, tous nos problèmes allaient être réglés. Le problème de ça, et de la façon dont c'est injecté, parce que, alors, c'est pour ça que je suis obligé d'expliquer. Une fois que la BCE crée de l'argent, comment elle l'injecte dans les marchés, dans l'économie? Elle ne l'injecte pas directement, elle l'injecte d'abord sur les marchés financiers. Et quand elle l'injecte dans les marchés financiers, ce qui est bien, c'est que ça ne crée pas de l'inflation des prix à la consommation. Ça crée de l'inflation seulement des actifs financiers et immobiliers, c'est-à-dire les actions, les obligations et l'immobilier. Et donc, si elle l'injecte là-bas, les prix des actions, le prix de l'immobilier montent, et donc les possédants deviennent de plus en plus riches. C'est-à-dire que la dette des uns, du plus grand nombre, devient la richesse, elle a son miroir, qui est la richesse des plus riches. Et en fait, on exacerbe les inégalités de richesse. Et là, il se passe un problème, c'est que maintenant, on a une énorme épée Damoclès sur la tête, parce qu'on a, par exemple, 130 ou on va dire 125% du PIB en dette publique. Tous les ménages sont encore plus, et les entreprises encore plus endettées, chacun de l'ordre de 150% du PIB. Et donc, s'il y a une augmentation seulement de 1% des taux d'intérêt, collectivement, on devra rendre quasiment 4% de la richesse créée à ceux qui nous ont endettés. Mais le problème, c'est de savoir et de comprendre comment ils nous ont endettés. Ils nous ont endettés à partir de rien. C'est-à-dire que quand les banques créent de la monnaie pour endetter les États, les ménages, elles n'ont pas le capital qu'elles prêtent. Elles ont une toute petite fraction en fonds propres. Donc, elles sont capables de créer quasiment 97% d'argent à partir de rien et de le prêter aux entreprises, aux ménages et aux États. Et donc, comment on pourrait faire pour que tout ce monde-là soit moins endetté? C'est ce qu'ont fait les Sumériens ou c'est ce qu'ont fait les gens dans la Bible, c'est le jubilé. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir effacer des dettes pour que tout le monde respire un peu. Et même si comptablement, ça a l'air d'être un tour de passe-passe, politiquement, c'est une énorme bouffée d'air. Et la façon de faire, c'est justement d'annuler la dette publique qui est détenue par la BCE, sachant que, par exemple, pour la France, c'est la Banque de France qui détient cette dette publique. Et c'est fait équitablement entre tous les pays. Chaque banque nationale a acheté équitablement la part de dette publique et de multinationales de son État. Ça veut dire que nous avons, nous, notre dette, les Français, notre dette publique, on l'a face à la BCE
mais en réalité, on l'a face à la Banque de France. Et la Banque de France appartient à 100% à l'État. Donc, ça revient au même. C'est-à-dire que c'est poche gauche, poche droite, nous pouvons l'annuler. Mais les gens vont dire, mais si on l'annule, à quoi ça sert? Ben, ça sert politiquement, en fait. Parce qu'on le voit, la BCE n'est pas neutre. La BCE ne travaille pas dans l'intérêt du peuple. La BCE travaille dans l'intérêt des banques. Son PDG, le gouverneur de la Banque de France, par exemple, qui est une antenne de la BCE, c'est l'ancien PDG de CTLM, c'est l'ancien numéro 2 de BNP. C'est celui qui a fait du lobbying au mois de décembre 2020 pour que les banques puissent enfin payer des dividendes. Et en même temps, en décembre 2020, en passant à la radio, à la télé, c'est le même qui passait son temps à dire que les Français vont devoir travailler plus et qu'il va falloir tôt ou tard payer cette dette publique. Et que s'il le fallait, il faudrait justement passer par de l'austérité budgétaire, c'est-à-dire des coupes dans les services publics ou des hausses d'impôts. Voilà. Donc, il vaut mieux politiquement annuler la dette publique qui est détenue par notre chère Banque de France, Et c'est vrai qui nous appartient à tous. on le voit dans votre réponse, mais parfois on a du mal à faire le lien quand on voit ces chiffres ou quand on évoque la dette publique dans les médias, on a du mal à faire le lien entre ces dettes, entre ces taux d'intérêt définis par la Banque Centrale Européenne et le quotidien des Français, le quotidien du peuple. On a du mal à faire ce lien parfois et c'est bien que que vous le fassiez pour qu'on puisse comprendre. Moi, je vais rester sur sur le sujet de la dette, si vous le voulez bien, et on va parler notamment de la crise de 2008 que vous avez un petit peu évoquée. Est-ce que, selon vous, c'est la politique qui doit reprendre le pouvoir face à la finance? Parce que si je pose cette question, c'est qu'on a parfois le sentiment, surtout justement depuis la crise de la dette dans la zone euro, à partir du début des années 2010 surtout, et plus généralement la crise des dettes souveraines, que les États sont de plus en plus impuissants face à la finance et que c'est finalement la finance qui contrôle en quelque sorte le pouvoir politique. Alors que faire pour sortir de cette spirale infernale? Annuler les dettes comme vous l'avez préconisé ou existe-t-il d'autres voies? Il y a d'autres voies possibles. Mais l'image que je donne pour 2008, parce que je l'ai vécu dans le cœur du cyclone, à l'intérieur, j'ai l'impression qu'on était à l'agonie dans les banques et que notre survie, elle ne tenait qu'aux États et ensuite qu'à la Banque centrale, à la Fed, à la BCE, etc. Et l'image que j'ai vraiment, c'est les banques, la finance, on était en train de se noyer dans un fleuve, un torrent, et que les États et la Banque centrale nous ont sauvés, ont mis leurs mains et nous ont sauvés. Et qu'une fois qu'on était à l'extérieur, d'une certaine façon, les banques et la finance et tous ces spéculateurs qui ont été spéculés sur les États du Sud, etc., ont balancé les États dans le fleuve. C'est vraiment cette image-là que j'ai, moi. Et je pense que n'importe qui de sérieux, là aussi, c'est qu'on a poussé la Grèce, la première, dans le fleuve. Ils étaient en train d'emprunter à 25-30%, le Portugal à 12%, l'Italie à 8%, l'Espagne à 8%. Et là, il a fallu que la Banque centrale agisse énormément. Mais d'un côté, elle a sauvé les États, ce qui est super, en baissant justement les taux d'intérêt. Alors, il faut faire attention. La Banque centrale, normalement, avant 2008, elle n'avait le droit, elle n'avait qu'un seul levier, en fait. C'était les taux d'intérêt court terme, c'est-à-dire au jour le jour. Quand les banques déposent de l'argent dans les coffres de la Banque centrale, c'est là où la Banque centrale pouvait décider du taux directeur, ou du taux de dépôt, etc. Mais ça n'a pas marché, ce n'était pas suffisant. Ils ont mis les taux à zéro, voire un peu négatifs, et ça n'aidait pas le système financier. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est complètement nouveau. Ils ont créé de la monnaie à partir de rien et ils sont mis à aller dans les marchés financiers pour acheter des dettes publiques. Et ça, c'est mécanique. Quand ils achètent des dettes publiques, des obligations, des titres d'émission émises par des États, eh ben, ça fait baisser les taux d'intérêt implicites et donc les taux d'emprunt futurs. Et c'est nouveau. Mais d'une certaine façon, là, on sort du mythe des marchés efficients. Parce que la Banque centrale est censée être un acteur neutre, qui est là juste pour surveiller de loin ce qui se passe. Mais une fois qu'il va dans les marchés et qu'il commence à lui-même avoir des positions, c'est fini, il n'est plus neutre. Il a des positions et donc c'est un acteur parmi les autres. On l'a mis avec nous dans ce torrent de boue. Et pour l'instant, ça se passe à peu près bien parce que
il ne possède que 25% des dettes publiques et il a encore de la marge, mais il va avoir un moment où il détiendra combien? 40, 50, 60% des dettes émises par les États. Et donc, on sera dans une logique quasiment de communisme pour les riches. C'est-à-dire que petit à petit, les banques centrales qui sont obligées à chaque fois de passer par les marchés financiers vont créer des bulles financières qui sont très, très dangereux pour la société. Et surtout, ils vont exacerber les inégalités de richesse, donner du pouvoir encore plus aux plus riches, pouvoir politique et médiatique, et aussi en même temps exaspérer le peuple, le frustrer socialement. On le voit, alors moi qui suis sur Twitter, je le vois quotidiennement, mais ça va tenir jusqu'à ce qu'au jour où ça va péter. Rien n'est gratuit en fait. Quand on crée de l'argent à partir de rien, qu'on l'injecte quelque part, et que cet argent ne fait face à aucune richesse créée, eh ben, au final, ça va créer du désordre. Alors, merci, vous nous avez expliqué très clairement et assez en même temps simplement les différents problèmes pour qu'on puisse comprendre les difficultés liées à la finance. Et vous parliez de, je reprends vos mots, ça va péter, l'effet boule de neige, l'explosion à la fin. Est-ce qu'on peut envisager des solutions pour éviter d'arriver à ces difficultés? Bien sûr, mon but, moi, c'est d'avoir tort. Donc, on est lucide parce que mathématiquement, on se rend compte qu'il y a des effets d'exponentielle, de boule de neige, et qu'on sait que dans un monde fini, ça ne peut que péter. OK. Mais l'idée, c'est de dire, mais comment on peut sortir de ça? Donc, il y a le jubilé qui permet un peu de la dette, donc le fait de réduire une partie de la dette publique qui permet un peu de desserrer les taux, mais d'une certaine façon, c'est du rafistolage. Ce n'est pas une solution à long terme viable. Ce qu'il faudrait, c'est, par exemple, repenser comment on peut reprendre intelligemment le pouvoir de création monétaire. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé vraiment d'une solution qui est viable, qui est possible, mais qui demande énormément d'efforts politiques et de compréhension des gens, qui est celle de la monnaie libre de dette, avec une création monétaire qui subventionne l'État. Comme je l'ai dit, le risque d'une telle monnaie qui ne meurt pas, c'est d'arriver à la paralysie de la monnaie, ce qu'on appelle la thésaurisation. Donc, pour pallier à cette thésaurisation, il y a un économiste un peu iconoclaste du début du XXe siècle, Silvio Gesell, qui a donné l'idée de fonte de la monnaie, de monnaie fondante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas votre monnaie, par exemple, vous avez 100 euros en compte, dans votre compte en banque, si vous n'utilisez pas les 100 euros, vous perdez 1 centime par jour de la semaine. Et donc, au fil de l'année, vous perdez à peu près l'équivalent de 2,60 €, grosso modo. Et cette fonte de la monnaie fait en sorte que si vous n'utilisez pas votre argent, eh ben, cet argent va aller vers les plus pauvres, les plus démunis, et ils pourront utiliser l'argent pour le remettre dans le circuit économique. Et ça pousse aussi à l'investissement. Pourquoi? Parce que les gens vont vouloir éviter de perdre et de payer cette taxe, et vont vouloir aller investir dans des projets économiques ou prêter à l'État ou à des multinationales à des taux d'intérêt très bas pour éviter de payer cette fonte. Et le fait que cette fonte de à peu près 2,6% annuel fait en sorte aussi qu'on est moins dans l'effet boule de neige. Et ce ne sont pas des taux négatifs, attention, hein. C'est vraiment une taxe sur la monnaie et l'argent est redistribué aux pauvres. Mais quand on le prête à zéro ou très proche de zéro, ce qui fait qu'on n'est plus dans l'effet boule de neige qu'on avait pré-2008 où les taux étaient autour de 4-5%. Donc ça, c'est une solution politique, mais qui demande énormément de compréhension et d'efforts politiques. Après, il y a des solutions un peu intermédiaires. Et par exemple, une des solutions, c'est, alors ça là, je vais donner 2 solutions qui sont déjà la première, c'est la nationalisation des banques. C'est de se dire, si les banques créent de la monnaie à partir de rien, ils ont très peu de capital face à cette monnaie. Ben, cette monnaie créée à partir de rien, si elle est créée à partir de rien, c'est qu'elle est à tout le monde.
parce qu'elle est à personne en fait, donc elle est à tout le monde. C'est de la monnaie d'intérêt public. Donc, on est d'accord que les banques sont responsabilisées sur cet argent, mais on le voit quand les banques pètent, comme en 2008, octobre 2008, ou comme en mars 2020, à la fin, ce sont les États, la BCE, ce sont eux qui mettent la main à la poche et ce sont eux qui sauvent les banques. Donc, on est en dehors du mythe du capitalisme qui dit que oui, les banques font de l'argent, mais elles prennent du risque. En fait, elles ne prennent plus de risque parce que nous supportons le risque collectivement. Donc, à partir de là, on pourrait dire, on fait comme au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, quand De Gaulle a nationalisé quasiment toutes les banques commerciales. Et on peut décider de dire, voilà, les banques commerciales vont être nationalisées et l'argent qu'elles feront servira justement à des investissements type keynésien de l'État pour relancer l'économie. Okay, ça, c'est une solution possible. Il y a une solution intermédiaire et qui est redoutable parce qu'elle utilise les codes de la haute finance. Et cette solution est de dire, vous savez quoi, on va garder les banques privées. Parce qu'en fait, quand c'est privé, il y a la liberté d'action, etc. Et qu'il y a la possibilité de gagner un peu plus d'argent et d'être intéressé à la croissance qui est réalisée et non pas d'en faire profiter l'État, qui peut se comporter de façon très sélective. Et donc, ce qu'on peut décider, c'est de dire, on va répliquer le modèle des fonds spéculatifs. C'est-à-dire que eux, en fait, quand un investisseur leur laisse 100 euros, ils ont droit à 1 euro par an de frais de gestion. OK ? Et si, par exemple, ce fonds spéculatif fait du 10% avec leurs 100 euros, ils gardent 2 euros et ils retournent 8 euros à l'investisseur privé. Et donc, en gros, ce que ça fait que l'argent est partagé entre l'investisseur et le fonds spéculatif. Et on peut décider de mettre en place des véhicules pareils. C'est-à-dire qu'on dit que les banques gèrent notre argent collectivement. Elles ont droit à 1% des encours de crédit qu'elles créent. En ce moment, c'est à peu près 2200 milliards, donc ça ferait 22 milliards pour faire fonctionner les 360 000 employés de banques, ce qui est en ligne, si on fait des proportionnalités avec ceux qui travaillent pour l'hôpital public ou pour l'éducation nationale. Mais en plus, on va leur dire, sur l'argent qu'ils vont faire, ils pourront en garder 20% et se le redistribuer, soit à eux-mêmes, aux salariés, ou soit aux actionnaires. Ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est une solution intermédiaire qui utilise les codes de la finance et qui est redoutable parce que elle colle à la réalité. C'est que si les banques jouent avec notre argent, ils doivent nous retourner au moins 80% des profits qu'elles font. Surtout que quand elles déraillent, quand il y a une crise, c'est nous qui mettons la main à la poche. Donc, c'est vraiment le risque est supporté par nous et les profits, en ce moment, profitent qu'à elles. Donc, il faut rééquilibrer et ramener un peu ce qui se pratique déjà dans la haute finance. Justement, on va peut-être rester sur ces solutions à apporter au monde de la finance après une première partie très pessimiste sur le constat que vous avez apporté à la finance internationale. C'est pas pessimiste, hein. C'est pas pessimiste. C'est juste réaliste. Oui, c'est ça. On en parlera dans 1 ou 2 ans, tu verras si c'est réaliste ou pessimiste. Si on ne bouge pas. C'est vrai que ça donne peu d'espoir, justement, si on n'évolue pas, si on n'apporte pas des solutions à ce système, ça peut laisser envisager un avenir peu optimiste. Et justement, grâce à ces solutions que vous proposez, on peut imaginer un avenir un peu plus optimiste pour les citoyens, pour le peuple et pour notre pays de manière générale. J'imagine que vous avez conscience que votre vision de l'économie est un petit peu hétérodoxe. En tout cas, ce n'est pas celle qui est la plus partagée chez les économistes et surtout, j'ai envie de dire, dans les médias, dans la vision de l'économie qui nous est le plus promue. Comment on fait si, grâce au débat, grâce à la discussion, grâce aux échanges, votre vision de l'économie, elle l'emporte?
comment on fait pour la mettre en place? Comment on fait pour la mettre en œuvre? Est-ce qu'on doit, je ne sais pas, vous êtes très critique envers la BCE, alors est-ce qu'on doit sortir de l'Union européenne? Est-ce qu'on peut être indépendant et mettre en place notre propre doctrine économique sans avoir l'accord de l'Union européenne? Ou est-ce que c'est nécessaire de sortir de l'Union européenne? De toute façon, l'Union européenne, c'est une union qui a été créée autour des banques, de la finance et des marchés, donc, et des multinationales. C'est une union des marchés, en fait. Ce n'est pas une union des nations ou des peuples. C'est une union des marchés financiers et de la finance. Et donc, on est un peu pris au piège par les traités. Les traités ont été très bien écrits et c'est très difficile d'en sortir. Par exemple, quasiment impossible que la Banque centrale passe directement par les États pour les financer. Alors, ils font tout un schmilblick en ce moment avec le QI, ils passent par les marchés, les banques prêtent aux États, la BCE vient juste derrière en payant, les États payent des commissions aux banques, la BCE fait gagner quelques tics aux banques commerciales. C'est un schmilblick de folie parce qu'on doit respecter les traités européens. Et donc, c'est très difficile. Et ce qu'il faut faire, c'est aller au bras de fer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un Macron qui est pro-banque, pro-finance, qui aille discuter avec l'Union européenne. Ce ne sera pas possible. Ils vont rester dans ce schéma fermé. Donc, il faut y aller et essayer de changer les choses de l'intérieur. Et si ce n'est pas possible, bien sûr qu'il faudra en sortir. Il faut d'abord donner la chance au changement à l'intérieur. Et comment y arriver, c'est, encore une fois, c'est d'une certaine façon faire un énorme état général justement du système monétaire et bancaire et d'en changer les règles. Avec, par exemple, l'introduction de la monnaie libre de dette que la BCE doterait les États. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la smart nationalisation dont j'ai parlé des banques. Et de dire maintenant, ça va être un partenariat privé et avec un win-win. C'est-à-dire que 80% de l'argent va revenir au trésor public. Avec aussi une introduction de démocratisation des allocations aux banques. Par exemple, on n'est pas obligé d'allouer le plus d'argent possible à la banque qui a eu la meilleure performance, qui nous a apporté le plus d'argent pour le budget. On peut décider que 30% de l'allocation est réalisée par l'État, par les gens qui nous gouvernent, par l'Assemblée nationale, par exemple, et 70% le soit par des gens au moment où ils remplissent leur feuille d'impôt, leur feuille d'imposition, et ils décident, voilà, moi je veux que ma part à moi, tout soit alloué au Crédit Lyonnais, à la Société Générale, à la NEF, au Crédit Mutuel, et ils peuvent se baser sur ce qu'ils veulent, soit sur leur ressenti, soit sur des rapports des ONG qui nous disent que, par exemple, dernièrement, BNP a quasiment alloué 40% de ses crédits aux sociétés très polluantes. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut pour essayer, à sa petite échelle, d'essayer de changer le comportement des banques. Par exemple, quelqu'un qui s'est fait refuser un crédit peut décider de ne pas allouer l'argent à sa banque à lui, mais à une autre banque. Une banque qui serait trop dure avec ceux qui sont toujours dans le rouge et qui font payer d'énormes frais d'incident ou d'AGO, peuvent se voir pénalisés par les plus pauvres, qui auraient le même poids de décision qu'un très très riche. Et ça, c'est une solution possible qui permet justement d'être plus équilibré et plus juste. Et c'est une solution qui reprend encore une fois les codes de la haute finance, des fonds spéculatifs. Merci. On peut parfois comprendre les inégalités lorsqu'elles reflètent une réalité dans le travail. Et justement, comme vous avez expliqué, la financiarisation éloigne cette légitimité des inégalités et creuse même de gigantesques inégalités. Alors, en termes de solutions, comment peut-être on peut repenser, redonner sens et prix à la valeur travail dans une société nécessairement financiarisée? En gros, si on regarde l'économie comme un gâteau, ce qu'il faut réfléchir, c'est que chaque année, il y a une croissance de ce gâteau. Et il faut réfléchir, mais comment on va faire pour répartir la croissance? Alors,
tous ceux qui comprennent ce que c'est qu'une exponentielle savent qu'à partir d'un moment, la part de gâteau qui est en surplus chaque année, c'est-à-dire la croissance, va servir à payer le capital et de moins en moins le travail, jusqu'à écraser le travail. C'est-à-dire que depuis les années 80, donc on a ce petit, j'ai envie d'appeler le kick-off de l'exponentielle usuraire, eh ben, on le voit que le capital a besoin, par construction, de rémunérer la oisiveté et non pas le travail. Alors, c'est intéressant parce que jusque en 2008, le capital oisif parasitaire l'était par les intérêts, mais à cause de la crise, on a dû baisser fortement les intérêts et il s'est passé quelque chose de très subtil, c'est que c'est la création monétaire par les banques centrales qui a pris le relais. C'est-à-dire que le capital parasitaire est passé par la dette pour acheter des actions et de l'immobilier pour toucher des loyers et des dividendes. Et donc, on est vraiment dans ce cas de figure. C'est que les gens, ils empruntent à zéro, achètent de l'immobilier, achètent du commercial, achètent des actions et touchent en dividendes du 3%. Et en immobilier, entre du 2 et du 4 ou 5%, ça dépend de l'endroit, de la ville, et avec de la dette levée à 0%. Par exemple, on est à des records de share buyback aux États-Unis en 2021. Pourquoi? Parce que les sociétés se disent, mais attendez, l'argent coule à flot, l'argent de la Fed. Et nous, on y a accès en tant que multinationale. Pourquoi on n'emprunterait pas à 0% et de l'autre côté, on rachèterait nos propres actions et on les détruirait. Et on ferait gagner à nos actionnaires, encore qui sont fidèles, qui n'ont pas voulu vendre leurs actions, encore plus de dividendes sans rien faire, sans travailler. Voilà, je rachète 10% de mes actions avec de la dette levée à 0%, que je n'ai même pas besoin de rembourser, parce que je peux la relayer dans 5 ans. Et j'augmente de 10% mon dividende. Mais pourquoi, diable, devrais-je investir dans l'innovation, dans d'autres marchés qui sont instables, alors que je peux le faire par un tour de passe-passe financier, comptable? Et donc, voilà, c'est pour ça que le share buyback fonctionne. Pareil, pour un Bernard Arnault, il est capable de lever 16 milliards d'euros à 0% en faisant ça pour acheter Tiffany, mais pourquoi ne le ferait-il pas? Mais ce qui est mauvais, c'est qu'on nous vend la fable que tout cet argent est censé servir le travail, c'est-à-dire la création, le combat contre le chômage et la création de richesse. Mais on le voit que ce n'est pas vrai. Ça sert justement à une petite minorité d'accumuler toujours et toujours plus. Et le danger, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un danger de pouvoir médiatique et politique. Et ça me fait penser un petit peu au mythe du ruissellement, cette phrase. Exactement ça. Il s'est vendu comme du ruissellement. Quand on va sur à la BCE, ils ont des dessins quand on veut savoir ce que c'est que le quantitative easing, qui est leur politique de création monétaire. C'est l'imprimante digitale. Ils appellent ça habilement quantitative easing. Eh ben, ils le vendent comme du ruissellement. Sauf que ça ruisselle à l'envers, encore une fois. Je vais revenir un petit peu sur l'avenir de la finance internationale parce qu'on a quand même conscience que c'était un système très instable avec des dettes qui s'accumulent, qui atteignent des sommes astronomiques. Je pense notamment aux dettes qui s'accumulent aux États-Unis, la dette étudiante, la Fed qui imprime sans jamais s'arrêter, des sommes exponentielles. Est-ce que vous croyez qu'un effondrement du système international financier puisse être possible, probable à l'avenir et comment vous l'imaginez s'il peut arriver à l'avenir? Alors, si la BCE ou la Fed n'avait rien fait en 2008, on aurait dû vivre cet écroulement en 2008. Et donc, on aurait eu des problèmes d'abord financiers, bancaires et économiques, énormément de chômage, etc. En fait, avec de la création monétaire, les banques centrales ne font que reculer le problème. Parce qu'en fait, ceux qui sont élus politiquement mettent de la pression aux banquiers centraux pour leur résoudre leurs problèmes, même avec des mauvaises solutions. Okay, et ils repoussent juste le problème. Mais
Il faut bien comprendre, c'est comme, je le répète souvent, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand on crée de la dette pour répondre à de la dette, on ne fait que repousser le problème, mais on crée d'autres problèmes. Et les autres problèmes qui ont été créés, maintenant, c'est un problème de inégalité de richesse, une instabilité politique. Voilà, on a eu tous les populistes qui sont arrivés au pouvoir, etc. En fait, les gens sont frustrés. Les gens, quand ils sont contents, ils ne s'occupent pas de politique. Quand ils sont frustrés, ils commencent à aller vers les plus populistes, avec à la solution la plus simple, à se taper dessus, à voir que c'est l'Africain le mauvais, celui qui a risqué sa vie pour venir et qui a traversé la Méditerranée, c'est le musulman, c'est le noir aux États-Unis. Voilà, il va y avoir de plus en plus de troubles. En fait, il va falloir que les gens il va falloir leur trouver justement des réponses à leur frustration. Et je ne pense pas que les réponses seront bonnes, ce sera toujours la même chose. Tout ce que je raconte là, si par exemple, il y a un discours très connu de Joseph Cailleux en 1932, c'est hallucinant. Il est en train de réexpliquer l'époque dans laquelle on vit. Il est en train d'expliquer que la création monétaire, c'est un poison, ça ne sert à rien. On repousse juste les problèmes et qu'à un moment, si l'économie elle est morte, ça ne sert à rien de lui mettre de la morphine. Et Joseph Cailleux, il sait de quoi il parle. Il a été 7 fois ministre des Finances. Et j'invite tout le monde à écouter sur YouTube. Vous tapez Joseph Cailleux, Sénat, discours sur la dette. Et voilà. Et il était très inquiet à son époque aussi, tu vois. Et donc, on a vu 1932, 7 ans plus tard, voilà, et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je ne sais pas si ça prendra ces tournures-là, on n'en sait rien, mais j'espère que les gens vont se bouger, parce que personne dans ce monde-là n'est capable de se bouger. C'est-à-dire qu'on accepte tout, on accepte. Moi, je donne toujours l'image d'un TGV qui roule à 300 à l'heure et qui va se taper en gare, et on est tous là à regarder et à se dire rien n'est possible. Alors, on est incapable de se bouger, d'y croire, de dire mais il y a des solutions plus équitables, venez on réfléchit tous ensemble et on peut arriver à des solutions. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait de la volonté, il ne faut pas que ça se fasse dans la violence, il faut que ça se fasse par justement la discussion et le courage, les deux en même temps. C'est-à-dire des pensées innovantes, qu'on arrête d'être dans le dualisme communiste ou néolibéral. Voilà. Par exemple, il faut laisser les gens libres d'entreprendre et en même temps leur mettre des limites. Parce que le néolibéralisme, c'est laisser aller, laisser faire. Il n'y a aucune limite. C'est un peu l'idée des physiocrates du XVIIIe siècle et de Turgot, etc. C'est de dire on ne met aucune limite à la cupidité humaine, à l'avidité. On laisse faire la ruche à abeilles et n'en sortira que du miel. Ça, c'est un mythe aussi. C'est-à-dire qu'il faut, entre la liberté individuelle, il faut aussi dire on va essayer de faire en sorte que les richesses soient distribuées plus justement et que le but ne soit pas que un citoyen écrase un autre parce qu'il veut à tout prix créer du rendement. Merci pour ces explications. On arrive à la fin de cette entrevue. Est-ce qu'éventuellement vous auriez des ouvrages à conseiller à ceux qui nous écoutent, qui souhaitent prolonger cette réflexion sur la finance? Alors, pour les... Moi, celui que j'aime bien, alors, ça va plaire aux gens, mais c'est la bourse et la vie de Jacques Le Goff. Donc, ça, je pense, c'est un livre un peu historique sur justement la naissance de l'usure au Moyen-Âge. Et je pense que ça permet d'aller vraiment à la racine des problèmes. Voilà, c'est pour moi la racine du capitalisme financier. Son moteur, c'est le crédit avec intérêt. Justement, ça s'est produit au Moyen-Âge. C'est la libération de l'usure. Et je pense que ce qui a manqué aux gens qui voulaient défendre un monde sans cette exponentialité, sans ce système de dette avec intérêt, cette avance sur le temps constante, cette course contre le temps, ce qui leur a manqué, c'est les idées de Gesell. Je pense que s'il y avait eu un Gesell au Moyen-Âge, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait justement à la fonte de la monnaie et au fait qu'il fallait ramener la monnaie à un niveau un peu plus humain, c'est-à-dire une monnaie qui se consomme. Je pense que si quelqu'un du Moyen-Âge avait eu justement cette idée magnifique, on n'en serait pas là.
Eh bien, Donc, merci, Monsieur Anis Lajnef. On va peut-être rester sur ce conseil lecture, à moins que vous en ayez d'autres. Mais nous vous remercions grandement pour cet échange très instructif sur la finance internationale et sur l'avenir. On a essayé de terminer l'entrevue avec des solutions innovantes à apporter et qui pourront nourrir la réflexion de chaque citoyen. En plus, vous avez essayé de pousser les citoyens à plus de, comment dire, de courage et de volonté de s'inscrire aussi dans une logique de combat. Et c'est tout à votre honneur. Donc, nous vous remercions énormément pour cet échange, pour ces réponses toujours très intelligentes et très, très claires. merci, merci. Et sinon, un dernier conseil, voilà, c'est Éric Toussaint. Si je n'ai pas le nom du livre en tête, mais Éric Toussaint, c'est un universitaire belge qui parle souvent de la dette. La dette, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique ou au Moyen-Orient. Et je pense que c'est un auteur qui permet justement de comprendre les mécanismes de la dette. Merci également pour prolonger la lecture. On vous invite à aller voir l'article d'Étienne sur notre site Scopéo, La folie du système monétaire international, et également à regarder éventuellement nos autres entrevues sur notre chaîne YouTube pour découvrir notre travail qui essaye de prendre un petit peu de hauteur sur des sujets importants. Et je pense que la finance en est un et qui est sans doute peu traité dans l'espace médiatique et politique, et pourtant étant un sujet ô combien politique. Alors, merci pour votre écoute et à très bientôt sur Scopéo, l'Observatoire politique. Merci à tous. Merci.